Bonsoir et bienvenue dans Hybride, le podcast. Ce soir, je reçois Ibrahima Boubacar Salou. Il est fondateur de l'académie Next Leadership. D'ailleurs, je vais le laisser se présenter. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Présente-toi s'il te plaît. Merci de l'opportunité que vous donnez pour pouvoir m'exprimer à votre micro. Je suis Ibrahima Boubacar Salou. J'aime le dire, Ibrahima, c'est le nom qui me distingue des autres noms de ma famille. Boubacar Salou, c'est le nom que je partage avec tout le monde. Donc, je suis juriste de formation, avec une certification également en engagement civique et une certification en communication et changement social. Je suis fondateur de Next Leadership. Next Leadership est un programme qui prépare la prochaine génération de leaders, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les compétences sociales, les compétences humaines, les compétences du 21e siècle dont a besoin un jeune pour pouvoir réussir et ce que nous estimons qui n'est pas donné à l'école. Je suis également consultant média, consultant départemental, consultant pour la télévision nationale turque et pour d'autres médias au niveau régional en Afrique. Super. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est ta casquette de consultant sur les questions politiques, sur la communication politique. La première question, c'est de savoir aujourd'hui, quand tu écoutes des jeunes, est-ce que tu as l'impression que les jeunes écoutent d'abord les messages politiques? S'ils les écoutent, est-ce que tu penses que les jeunes comprennent les messages politiques? Je pense que selon les périodes, quand vous parlez d'aujourd'hui, c'est-à-dire du moment actuel du Niger, est-ce que les jeunes écoutent? Je crois que oui. Les jeunes écoutent certains, sinon en majorité, les messages politiques depuis les événements du 26 juillet 2023 au Niger, où, si vous vous rappelez, pendant longtemps, les jeunes ou bien les Nigériens ne suivaient pas la chaîne nationale. Mais depuis ces événements, beaucoup de Nigériens ont commencé à suivre la télévision nationale parce que c'est intéressant à la vie de la nation. Et il vous souviendra également que les adresses du chef de l'État, ces interviews ont été largement suivies, à l'exception de sa dernière intervention qui a été malheureusement diffusée un jour où le Conseil n'avait pas bien évalué ce qui pouvait distraire les jeunes, c'est-à-dire la finale de la CAN. Lorsqu'on fait un sondage de jour-là, on aura remarqué que beaucoup de jeunes n'ont pas réellement sur le la match, finale de la CAN que sur le discours du chef de l'État. Et après aussi, c'est peut-être à cause, non seulement il y avait la finale, mais peut-être aussi parce qu'il y avait une communication un peu de tout le jour-là, puisqu'il y avait eu plusieurs interventions et que les gens n'avaient pas justifié le jour-là cette sortie médiatique. Donc, naturellement, je crois qu'il y avait eu toutes ces questions qui ont fait en sorte que les jeunes ne se sont pas intéressés à cette dernière communication. Donc, si vous avez suivi, le gouvernement, les autorités ont pris le soin à chaque fois d'organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur l'adresse, sur l'interview du chef de l'État, comme s'il y avait on avait le sentiment qu'il n'avait pas été entendu et qu'il fallait expliquer aux gens ce qu'il avait dit. Pour préciser, le gouverneur de la ville de Niamey avait justement organisé une session dans ce sens-là avec des jeunes pour se communiquer là où c'était cette adresse du chef de l'État. Absolument. Lui, mais également au niveau des concentrés, à l'intérieur du pays, beaucoup d'autres s'étaient prêtés à l'exercice. Donc, je crois que fondamentalement, quand à l'intérêt des jeunes au message politique, il est fonction du moment et de la période. En général, on sait que beaucoup de jeunes s'intéressent aux questions, mais pendant longtemps, la parole politique et la parole publique étant un peu vidée de substance, de sens, beaucoup de jeunes ne s'intéressaient pas parce qu'on se disait que l'idée était coupée et qu'il n'y avait pas intérêt à s'intéresser aux messages. Les jeunes n'attendaient rien d'un discours politique en général. Mais après aussi, il faut se dire qu'on a très peu de discours politiques, soit avant les élections, la période de campagne électorale, après les élections, période de politique générale, après, il n'y a plus de discours politique. Alors, ça dépend de ce qu'on considère comme discours politique, parce que
toute prise de parole et discours en réalité. Et lorsque c'est un personnage politique qui prend la parole, naturellement, on ne peut que lier la question à une question politique. Maintenant, est-ce que l'excellence des interventions pendant ces périodes que vous avez indiquées, ces intervalles-là, est-ce que ce n'est pas la qualité des interventions qui fait qu'on a le sentiment que ce ne sont pas des discours politiques? Je crois qu'on a beaucoup de discours politiques, surtout de la part des dirigeants en général. De l'autre côté, les autres acteurs politiques, beaucoup prennent rarement la parole dans ces périodes, sauf en période de crise majeure où il faille sortir certaines sortes par des communiqués, mais également par des déclarations pour s'exprimer. Mais en général, les paroles du chef de l'État, du gouvernement, des membres des institutions publiques, il y a la frontière, elle est souvent très mince entre le discours politique et le discours public, parce que ce sont des hommes politiques qui portent également le message public des institutions publiques. Donc, ce qu'ils portent est sujet très souvent à débat politique, et donc on peut le considérer ainsi. Mais dans les intervalles que vous avez donnés, je pense qu'il y a très peu de discours politiques, surtout ceux qui donnent ce sentiment, parce qu'il y a très peu de discours politiques audacieux, ambitieux, qui tranchent avec une routine et qui sortent du cadre des discours habituels que nous avons, qui sont écrits et tout ça là, et qui ne sont pas vivants en général et qui ne captivent pas très généralement. Donc c'est pour cela qu'on a ce sentiment, je pourrais dire. Alors, on va revenir sur un fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se former à la compréhension du discours ou bien de la parole politique? Je pose cette question, si tu permets, je pose cette question parce que la parole politique est une parole qui est remplie de beaucoup de codes. Il y a beaucoup de figures de style et c'est même pas ce que moi je vais appeler par exemple discours, c'est quelque chose que les gens sont assis, préparés pour un objectif bien précis. Donc, face à ce discours, est-ce qu'il faut se former ou bien est-ce qu'il faut vraiment faire attention quand il y a ce discours? Je crois qu'il faut faire surtout confiance à l'intelligence collective des citoyens, parce que si le discours porté par personnalité publique ou politique nécessite encore formation spéciale, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'orateur. Ce n'est pas au niveau de celui qui reçoit, de l'interlocuteur, de celui qui reçoit. Et je pense que là, peut-être le travail qu'il faut faire, c'est au niveau de la rédaction, de la préparation, mais également de la délivrance des discours politiques, des discours publics, qui rejoint un peu notre précédente question que vous avez dit. Si les messages ne sont pas intéressants, si les gens ne s'intéressent pas au message, c'est parce que le message n'est pas souvent intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'ampoules, il y a tellement de métaphores, de figures de style, et peut-être des tournures qui ne sont souvent peut-être pas nécessaires, alors que le propre du discours politique, c'est vrai que lorsqu'on est un personnage politique, il faut prendre soin de ce qu'on dit, de réfléchir, malgré qu'il faut toujours rester honnête. Mais je pense que la simplicité, c'est la plus haute qualité de n'importe quel discours. Je me rappelle que disait, il s'excusait à la fin, Aristote, il s'excusait à la fin d'une lettre, il disait, désolé d'avoir été si long et compliqué, je n'avais pas eu le temps de faire simple. Parce que faire simple, ça demande du talent, faire simple, ça demande beaucoup de travail. Et peut-être qu'aujourd'hui, la période fait que les gens n'ont pas ce temps, ils ne se le donnent pas et que vous posez cette question à juste titre, est-ce que les gens ont besoin de formation? Mais je pense que le citoyen sait ce qu'il veut. Il connaît en principe les fondamentaux de l'État, il connaît la souveraineté de l'État, il connaît les intérêts de l'État, il connaît ses propres intérêts. Lorsqu'il reçoit un discours, il est capable de l'évaluer, de savoir si ce discours entre dans le sens des intérêts de l'État, de ses intérêts, et surtout, parce que là vous parlez de compréhension, on parle d'écoute.
La qualité de l'écoute, ce n'est pas seulement entendre ce qui est dit, ce n'est pas seulement le comprendre, c'est aussi, et c'est ce que font en général les gens, c'est le comparer au passé de la personne qui parle, mais c'est également aux actes que pose la personne. Est-ce que les faits sont en conformité avec les actes? Avec les actes, absolument. Donc je crois qu'il y a tout ceci qui fait que, quelle que soit la qualité de la personne qui parle, tant que la personne parle avec un niveau accessible à tous, je crois que les gens peuvent le comprendre, ils peuvent l'évaluer eux-mêmes. Et c'est pourquoi vous avez des cas où vous avez de prophètes, on devient prophète maudit, parce que la parole a fait monter la personne et ensuite, par la même parole, la personne redescend d'échelle. Des fois, c'est la parole qui fait monter, mais les actes sont tellement contraires aux paroles que la personne. Alors, moi, j'étais invité pour discuter par rapport à ce sujet parce que je participais justement à un débat sur les réseaux où il y a un internaute qui disait que soit les hommes politiques font sciemment de faire des discours tellement compliqués les jeunes, que les jeunes ne comprennent rien, soit les discours politiques sont compliqués au point où les jeunes ne comprennent pas et ne s'intéressent pas aux discours politiques. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu suis l'actualité sahélienne, parce que là, on est au Niger, au Mali, au Burkina, on est sur les parties dans le Sahel, quand tu suis l'actualité sahélienne, tu as l'impression que nos dirigeants ont le temps de faire simple et de faire bien pour être bien entendu. Honnêtement, je crois que selon la période dont on parle, si on parle de cette période actuelle. Oui, là, on parle de cette période. Pour ceux qui vont regarder l'émission 10 ans après, sachez que nous sommes en mars 2024. On est dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel. En plus de cela, on est dirigé par des militaires qui ont pris le destin des pays en main. On est dans un élan de souveraineté où rien n'est comme ce qui s'est passé il y a de cela 5 ans, 10 ans en arrière. Donc, c'est pourquoi mon invité ici présent dit, est-ce qu'on parle de l'actualité, de cet instant précis? Oui, on parle de cet instant précis, et voici le tableau dans lequel nous vivons actuellement. Là, tu peux continuer. Merci du rappel. Après, si tu as quelque chose à ajouter par rapport au contexte présent, tu peux... Non, c'est justement ce contexte-là. Alors, si on considère ce contexte-là, je ne trouve pas les discours des hommes politiques d'aujourd'hui, qui sont les militaires que nous avons, réellement compliqués à l'appliquer, confus, en tout cas pas difficile à comprendre. Quand on prend Ibrahim Traoré du Burkina, il parle simplement. On peut même souvent lui reprocher cela. Quand on prend également celui qui parle beaucoup plus au Mali, qui est le Premier ministre malien, il parle aussi le plus simplement du monde. Je crois que celui qui parle avec un langage diplomatique, qui n'est pas compliqué, mais qui est quand même soutenu, c'est le ministre des Affaires étrangères également du Mali, Abdoulaye Diop. Quand on prend le Niger, je crois que le chef de l'État actuel, Abdrahmane Tchani, ses discours ne sont pas en réalité compliqués. Je crois qu'il faut peut-être... Par contre, lui, il a même fait une stratégie où les discours sont beaucoup plus en langue locale, où tu n'as pas besoin de traduction. Et donc, du coup, tout le monde comprend ce que tu dis. Et je crois que là, il arrive à atteindre des cibles. Je crois qu'il faut faire la différence entre la compréhension du discours et l'adhésion au discours. Ce n'est pas parce qu'on comprend le discours qu'on adhère au discours. Alors peut-être que beaucoup de gens peuvent reprocher certaines choses. Est-ce que le discours porté, aussi limpide qu'il était, aussi simple qu'il était, est-ce que c'était le moment propice pour porter un discours peut-être qui a été porté par un de ces personnages-là? Est-ce que ce discours a lieu d'être? Quels sont les objectifs de tel discours? Est-ce que les gens n'ont pas d'autres attentes par rapport à ce qui est porté par ces messages-là? Donc je crois qu'il y a toutes ces questions-là qui font que souvent on trouve que c'est compliqué. Je ne pense pas que c'est réellement compliqué. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on attend de ces gens, et c'est pour cela que souvent on n'est pas satisfait. On a l'impression de ne pas comprendre. On a l'impression de ne pas comprendre, et donc on noie ça dans l'incompréhension, alors qu'il ne s'agit pas peut-être d'incompréhension, peut-être que c'est l'incompréhension due au fait qu'on n'attendait pas ce message, qu'on espérait un tel autre message, ou que quand le moment où on attend un message, le message ne vient pas. Tout cela provoque des incompréhensions. Mais pour le moment, les discours que nous avons dans la zone sont relativement accessibles à tout le monde, et d'où l'engouement que vous avez juste dans les villages, où vous voyez les gens sont mobilisés parce qu'ils comprennent ce qui est là. C'est vrai qu'il y a déjà une base qui a préparé les gens
qui a préparé le subconscient populaire de nos trois pays, qui fait qu'on est ouvert à certains types de messages. Mais je crois que c'est parce que le message est accessible que les gens le comprennent. Maintenant, comprendre et adhérer, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? C'est autre chose. Les jeunes que vous ciblez, que vous soulignez régulièrement depuis qu'on a commencé, lorsque une personne publique, un personnage politique prend la parole, il ne s'adresse pas aux jeunes. En réalité, surtout dans ce contexte que vous avez tout à l'heure rappelé, il faut s'adresser aux partenaires à l'international, il faut s'adresser aux jeunes, il faut peut-être s'adresser également aux femmes, pourquoi pas, parce que vous singularisez les jeunes. Il faut s'adresser également aux personnes d'âge supérieur, il faut s'adresser aux opérateurs économiques, il faut à un moment mobiliser certains pour qu'ils puissent avoir un soutien populaire. C'est ce qu'on attend des populations, des jeunes et des autres. Il faut également rassurer les opérateurs économiques qui ont les moyens financiers, qui soutiennent en général les États, puisque c'est eux qui font vivre le tissu économique. Il faudrait les rassurer que le pays marche, que c'est un pays sérieux. Il faut également exprimer des opinions, des idées, surtout des visions, pour que des partenaires à l'extérieur, qui sont des partenaires étatiques, mais également des institutions internationales comme les Nations Unies, comme d'autres partenaires, qui veulent savoir où est-ce que va tel État pour qu'on puisse le soutenir dans ses projets, parce que toutes ces institutions ne peuvent intervenir que dans le cadre des programmes des États eux-mêmes. Ils ne peuvent pas intervenir au-delà de ces programmes. Même s'ils n'adhèrent pas au programme, ils sont obligés d'intervenir. Donc le message politique en général s'adresse souvent à monsieur tout le monde, en tout cas très souvent à une multitude de personnes, et donc pas spécialement aux jeunes. Oui. Après, c'est vrai, nous, notre cible, justement, c'est les jeunes, parce qu'on est diffusé sur YouTube et sur Spotify, sur TikTok, bien évidemment. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup, les jeunes. Mais après, tout ce que tu viens de citer, c'est très important, et c'est bien de le souligner. Alors, pour finir cette séquence de questions-réponses, quand on prend, t'as envie de dire quelque chose? Oui, par rapport à ça, parce que vous singularisez les jeunes, puisque on est sur un média jeune, je crois que lorsque, peut-être il faut le dire, lorsqu'on veut s'adresser aux jeunes, on choisit le canal par lequel on le fait. D'abord, le responsable politique qui voudra s'adresser à la jeunesse, puisque en général, il s'adresse dans le contexte que je viens d'expliquer à tout le monde, à beaucoup de personnes, ou souvent à une catégorie de personnes bien déterminées. Donc, souvent, les jeunes ne sont pas directement leur cible. Si donc ils veulent s'adresser là, il faudra qu'ils aient un objectif par rapport aux jeunes. S'ils n'ont pas d'objectif spécifique par rapport aux jeunes, ils ne vont pas le faire. Quand ils l'auront, ils vont choisir le canal par lequel ils vont le faire. Ils vont choisir le médium par lequel ils vont le faire. C'est un temps long, un temps court, comment est-ce qu'ils vont le faire. Ensuite, il y a un ensemble d'instruments qu'on met en place pour pouvoir atteindre les jeunes. Pas nécessairement, forcément, à travers seulement les réseaux sociaux, mais en tout cas, il y a des canaux par lesquels on les fait. Et ça, souvent, c'est des canaux, quand on les utilise, je me rappelle, si on prend l'exemple d'un côté de la France, quand Macron, pendant la Covid, il avait voulu s'adresser aux jeunes, parce qu'à l'époque, ils avaient constaté que les gestes barrières et tout ce qui était prescrit pour les jeunes, ça descendait au niveau de la jeunesse. Donc, pour pouvoir s'adresser à la jeunesse, il avait choisi d'utiliser un canal de McFly. Et il avait utilisé ça, il avait fait des trucs de... Pour ceux qui suivent YouTube, c'est Carlito et McFly. Voilà, ils les avaient invités. Ça fait 10 millions de vues avant même qu'il y ait l'interview, la chanson réalisée. Ensuite, après l'interview, ça fait 19 millions de vues. Pour la première fois, beaucoup de personnes, des jeunes, d'enfants qui ne parlaient pas politique, avaient commencé à parler politique à l'époque. Donc, je crois que c'est des exemples qu'on a. Ce n'est pas la pratique chez nous. Même là-bas en France, la question s'était posée, est-ce que ça ne rabaisserait pas la fonction présidentielle alors qu'il y a eu des résultats probants. Chez nous, on a des réalités, on a des contextes dans lesquels il y a une perception du chef de l'État, des hommes politiques, qui fait qu'on utilise souvent certains médias, on utilise souvent certains canaux qui doivent être réfléchis quand le responsable politique voudra les utiliser pour que ça soit efficace. C'est-à-dire, pour résumer tout ce que Ibrahim vient de dire, par rapport à la cible du responsable politique, il choisit les armes qu'il faut pour communiquer. Merci de le dire très simplement. Merci. On va aller sur les anecdotes des grands discours. Alors, l'anecdote des grands discours, c'est toi, selon toi, eh bien, en tant qu'observateur de la vie politique, en tant que communicant, je vais te dire
des moments de discours et tu vas me dire quelle est l'anecdote que tu retiens ou bien quelle est l'histoire, mais quelle est l'image que tu retiens. On va aller tout simple. Ouais, on va aller tout simple. Le président Mohamed Bazoum, je ne sais pas les dates, hein, le président Mohamed Bazoum, quand il est devenu président, précisément, qu'est-ce que tu retiens du discours d'investiture du président Mohamed Bazoum? Alors, je crois que le discours, il était excellent en termes de rédaction, c'était très simple. Il n'était pas historique en tant que tel. Il était surtout dans le contexte. Un président élu après un autre président élu en même temps. Quand on prend la structure de son discours, c'est vraiment pour l'occasion. En réalité, il fallait remercier celui qui transmettait le pouvoir et il n'a pas taillé d'éloge à l'égard de son prédécesseur. Et ensuite, il fallait aussi dire au peuple et aux partenaires qui étaient présents où va le pays sous son magistère. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et je pense que je me rappelle juste qu'il avait essayé une certaine rupture dans son discours. Après l'éloge de l'ancien, de son prédécesseur, il avait continué dans ses ambitions à faire de l'autocritique, sans le dire, du régime, de la gouvernance de son prédécesseur. Il a indexé quand même la corruption, il a indexé les PAC, à rendu connaissance, qui a été un peu la façon la mode de fabrique dans les nominations et dans tout, et dans même la passation des marchés. Et je crois qu'il avait indexé tout ceci. Il avait mis le point sur la question de l'éducation et surtout la question de l'éducation de la jeune fille, spécialement. Donc je pense qu'il a essayé de donner un cap pour sa gouvernance. C'était la démographie, c'était l'assainissement de la gouvernance publique. C'était également l'éducation de la jeune fille. Et la sécurité, ça, c'est la base parce que c'est bien ce qu'il a appelé. Et c'est dans ce contexte qu'il arrive et qu'il n'a pas manqué de l'appeler. La visite du président Macron au Burkina Faso sous la présidente de votre président Kaboré, il y avait eu quand même un beau moment de l'histoire africaine et française où Macron, justement, venait à Ouaga pour rompre le cordon de la France-Afrique pour reprendre ses mots ce jour-là à Ouaga. Un discours qui a été suivi par la jeunesse africaine, que j'espère que tu as suivi aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment de l'histoire? Alors, je l'ai suivi, naturellement je l'ai suivi parce que l'intention qu'il avait, l'intention était grande, venir rompre avec le cordon de la France-Afrique, donc il fallait l'écouter, naturellement. Maintenant, ce que je retiens de son intervention, de sa discussion avec l'audience qu'il avait, malheureusement, c'est qu'on se rappelle surtout d'une phrase où, lorsque le président Roch était sorti, il avait dit qu'il allait réparer la question de l'électricité. Je crois que ça, c'est retenu. Et malheureusement, c'est beaucoup de phrases qui sortent et que l'histoire garde et qu'on voit qui, malheureusement, desservent la cause pour laquelle il était venu. Parce qu'il était venu pour rompre le cordon de lien de la France-Afrique. Malheureusement, par cette phrase-là, il a malheureusement utilisé son nom, et pire encore, pour moi, en tant qu'observateur, lorsque je vois un président français venir s'installer et discuter avec des jeunes, Roch n'aurait pas fait ça en France, aller discuter avec les Français pour savoir leurs problèmes, pour discuter avec eux les relations et tout. C'est juste en condescendant qu'il est venu, c'est-à-dire en parent, en tout cas dans une position, une posture paternaliste. Malheureusement, c'est l'image que ça donne. C'est quelqu'un qui est réputé être à l'aise, intelligent, par tous ses mentors, qui lui reconnaissent ses qualités. Et c'est parce qu'il se croit aussi très intelligent qu'il se laisse à l'exercice de l'art oratoire et qu'il se sent très à l'aise dans les discussions, dans les conversations. C'est pour cela qu'il s'est prêté à l'exercice, parce qu'il se disait qu'il pouvait gérer n'importe quelle question. Mais avec du recul, lorsqu'on prend le cadre, l'objectif qu'il avait rompre cette image de France-Afrique, le cadre qu'il avait créé n'était pas le cadre propice, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, l'image qui reste après 10 ans ou après 20 ans ou après 30 ans, c'est que le président français est venu, il a fait une discussion avec les Africains, ça ne laisse pas une bonne image de démocratie. À quel titre, avec quelle qualité il vient, par rapport à quoi il vient discuter avec les jeunes Africains. Cela n'était pas, dans l'histoire. Et je constate que même dans 20 ans, ça sera difficile à un président africain d'aller peut-être à la Sorbonne pour dire que je suis venu discuter avec
vous, étudiants, pour savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre pays. Parce que justement, c'était ça le sujet. Qu'est-ce que vous voulez pour la France. Donc, malheureusement, et son bout de France, là, a vraiment fait en sorte que c'était. Mais dans le fond, il avait parlé à son aise, et comme il a l'habitude, c'est ses qualités, et je crois qu'il l'a bien fait. Malheureusement, les objectifs ne sont pas atteints. Alors, on va aller sur d'autres anecdotes. Le discours du général Abdourahmane Tiani à sa prise de pouvoir. Je crois que c'était une déclaration. Je ne pense pas si cette déclaration est historique aussi. Et elle va rester historique elle va être restée historique justement parce que c'était la première déclaration à la prise de pouvoir. C'est vrai. Mais dans le fond, dans le contenu, ce n'était pas un discours historique. Le discours historique est venu après, lorsqu'il a fait un message, le message à la nation, le message qui avait réveillé les Nigériens, le message qui avait parlé aux Nigériens, dans lequel il avait rappelé des périodes historiques où il a ramené le Niger à l'histoire, aux racines du pays. Là, ça avait touché les Nigériens, ça avait réveillé quelque chose que les gens avaient perdu pendant longtemps. Mais sa déclaration à la prise de pouvoir était une déclaration simple, qui va rester historique pour la circonstance, mais c'était resté une déclaration simple et qui faisait justement le jour-là la rupture avec le régime déchu et ensuite disait les raisons, les justifications pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Il n'y avait pas de cap qui était donné parce qu'il avait dit que le peuple décidera lorsqu'on prend le pouvoir dans ces circonstances, puisque ce n'était pas préparé sur 10 ans en arrière. Naturellement, il n'y a pas de programme à présenter le jour. Je crois qu'avec le temps, il est en train de s'organiser sur cette question. Mais son discours historique, c'était surtout le message à la nation qui avait suivi cela. Mais pour la circonstance, ça reste quand même un discours. Et pour ce message que tu dis, vous pouvez aller chercher ce message et l'écouter. Je me rappelle qu'après ce discours sur les réseaux, les gens disaient « Ah, Baba, il connaît le pays ». Parce que justement, il faisait allusion au dernier confin, enfin à la limite, ce que nous on peut appeler le dernier confin du Niger, au passé glorieux. Il a fait appel au passé glorieux du Niger. Et je me rappelle que sur les réseaux sociaux, c'était vraiment acclamé. Sur le niveau, le monsieur, le général, connaissait le pays. Justement, je crois qu'en réalité, c'est parce que avant sa prise de parole, il y avait tellement de rumeurs autour de lui, de ses qualités, de ses compétences et tout, et surtout ses anciens amis, camarades du régime déchu, qui sont devenus aujourd'hui ses premiers opposants. Beaucoup contestaient sa qualité, ses compétences surtout. Et je crois que par ce discours, il avait justement répondu à cette question, à ces rumeurs-là qui sont derrière, et apparemment, il fait preuve de compétences sur les questions qu'il aborde souvent. Le discours de Sarkozy à Dakar, un discours considéré comme incendiaire par le grand lyriciste et parolier Ken James. Oui, je crois qu'après ce discours, il y avait eu plusieurs livres qui étaient écrits par des collectifs d'intellectuels africains pour répondre à Sarkozy. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, et même pour Rabiou et Rodrigue, en fait, Sarkozy à Dakar avait dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. C'est ce que Sarkozy avait dit. Et franchement, moi j'ai dit ça de manière la plus simple, mais lui l'a dit avec toute l'excellence qu'on le connaît. Donc c'est pour ça que ce discours reste un des discours qui marque notre génération. Il l'a dit avec emphase, c'est vrai. Et malheureusement, ce discours, de tout ce qu'il a dit, on ne retient que ça. C'est ça, mais justement, malheureusement. Et cela, c'était symptomatique de la relation qu'il y a entre les Français, l'élite, je veux dire, et également l'Afrique. Malheureusement, c'était lui qui avait une perception mauvaise de l'Afrique et il avait accentué ou aggravé cette perception en niant à l'Afrique son histoire, son historicité. C'est même une sorte. C'est même renier la dignité africaine lorsqu'on sait quel est l'apport de l'Afrique dans l'histoire du monde, dans la civilisation mondiale. Mais c'était nécessaire peut-être, puisque ça avait réveillé beaucoup d'intellectuels qui ne parlaient pas, qui ne disaient pas beaucoup. Et parce que après ça, ça a donné beaucoup de matière pour tous ceux, des jeunes qui ne connaissaient pas en réalité l'Afrique, l'apport de l'Afrique dans la civilisation mondiale de l'humanité. Cela a poussé tous ces intellectuels à écrire et ça a éveillé l'esprit des Africains. Donc, malheureusement, ce discours, c'était le reflet de sa pensée, de ce qu'il pense de l'Afrique. Il s'est excusé en disant que c'est son conseiller
spécial Harry Guénaud qui a écrit, en tout cas c'est ce que l'Élysée avait expliqué, mais c'est lui qui porte, c'est lui qui porte le message et donc c'est lui qui assume les mots et les propos et malheureusement. Et là tu avais dit quelque chose qui justement va m'amener au dernier point. Tu avais dit c'est sa pensée qu'il a trahi. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais tu as dit c'est le fond de sa pensée qu'il a laissé là. Est-ce que les lapsus existent en discours politique? Est-ce que les lapsus existent? Alors, ce que vous appelez lapsus, je ne suis pas psychologue ni psychanalyste, mais le lapsus, Freud rappelle toujours que c'est l'expression d'un désir refoulé. Et puisque c'est cela, je pense que le lapsus, ça peut exister en politique, surtout pour les hommes comme Sarkozy, comme Macron, comme Mohamed Bazoum, ceux qui aiment les prises de parole, qui ont confiance en leur talent d'orateur et qui aiment l'improvisation. Souvent, c'est vrai que le discours de Sarko n'était pas improvisé, c'était préparé, c'était écrit. Donc, ce n'était pas un lapsus, c'était préparé. Un lapsus ne se prépare pas, ça échappe. Lui, il a dit, il a préparé. Mais de façon générale, pour beaucoup d'hommes politiques, il arrive qu'il y ait des lapsus, mais malheureusement, on ne peut pas leur excuser cela. Le peuple n'est pas fait pour excuser ces lapsus de la part des chefs d'État, des responsables politiques. Et d'ailleurs, récemment, en France, Macron commet la même erreur. En tout cas, il dit, lorsqu'il annonce que la France va envoyer des troupes au sol en Ukraine dans le conflit russo-ukrainien, là, c'est mal reçu, mal perçu et ensuite vigoureusement critiqué. Ensuite, son cabinet s'est rattrapé, ou en tout cas essayé à rattraper la question en disant que c'était un lapsus. C'est déjà fait et beaucoup se sont formés leur idée et par rapport à cela. Le lapsus peut exister, ensuite il est difficile de le rattraper. Donc il faut faire très attention lorsqu'on est un homme politique, un responsable politique, à ce qu'on dit, à comment on le dit, à quand on le dit, au mot qu'on choisit, à la façon de le dire, le temps qu'on utilise, il y a tous ces aspects qu'on utilise pour savoir le dire. Souvent on dit des bonnes choses, mais avec le mauvais ton, ça passe très mal. Souvent on dit des bonnes choses, mais avec le mauvais ton, ça passe très mal. Ça, c'est bien dit. Alors, pour conclure, moi, il y a une personnalité qui me vient tout de suite en tête, Lamine Zen, Premier ministre du Niger. Si aujourd'hui, tu es consultant en communication politique, si le cabinet du Premier ministre te contacte aujourd'hui pour que tu travailles sur la communication du Premier ministre, qu'est-ce que tu diras? Quels 3 conseils que tu lui diras pour mieux communiquer envers les jeunes? Envers les jeunes? 3 conseils que tu lui donneras pour qu'ils puissent mieux communiquer. Alors, j'ai beaucoup d'égards pour les conseillers du ministre que je connais très bien et qui ont beaucoup de qualités. Je crois qu'ils font déjà très bien le boulot. Qu'est-ce que je vais ajouter sur ce qu'ils font pour ne pas remettre en cause le travail des uns et des autres? Je crois que lui, le ministre, il a quand même beaucoup de mérite, beaucoup de talent, beaucoup de mérite en termes d'histoire, en termes de perception que le peuple nigérien a de lui. Donc, il avait beaucoup de crédit pour les gens, pour les Nigériens, qu'il avait naturellement accepté à cause de son passé, à cause de la rupture qu'il incarnait avec la gouvernance qui vient d'être renversée. Et je crois qu'il a essayé également de beaucoup s'appuyer là-dessus. Je l'ai trouvé beaucoup plus éloquent lorsqu'il parle en langue Hausa que lorsqu'il parle souvent en français. Je crois que pour le niveau de parole qu'il porte en tant que Premier ministre, il est beaucoup plus politique que technique. Et puisqu'il est politique, ce qu'il peut améliorer, c'est surtout un peu, sans tomber dans l'erreur de la langue de bois des hommes politiques, il faut politiser un peu sa communication, en tout cas polir un peu sa communication pour qu'elle soit moins technique que politique. Quand je dis politique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement au peuple, que cette parole soit accessible au peuple, compréhensible au peuple. Ça rejoint la première question que vous posez, le fait que les gens comprennent mal le discours politique. Je dis que le problème, le travail à faire, ce n'est pas sur le peuple, ce n'est pas au peuple de se mettre à niveau. C'est aux responsables politiques qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être accepté, qui a besoin d'être accompagné, qui doit se faire comprendre, qui doit parler un langage que tout le monde est capable de comprendre. Et cela, je crois que pour le réussir, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en jeu et je fais confiance
à son cabinet pour le réussir. C'est qu'il faut, avant toute prise de parole, il faudra bien le préparer, bien le préparer. Est-ce que le média utilisé est le bon? Est-ce que les messages choisis sont les bons? Est-ce que le timing choisi est le bon? Est-ce qu'il n'a pas raté également des occasions de prendre la parole? Parce que quand on rate souvent des occasions, après, ça touche votre capacité à atteindre les gens, parce qu'après, on vous taxera d'opportuniste. Mais l'un dans l'autre, c'est dans une stratégie, c'est comme ce qu'on appelle l'écriture médiatique. Jacques Pilan fait. Je crois que c'est dans l'écriture médiatique que les paroles, les sorties médiatiques, les interventions du Premier ministre doivent s'inscrire, c'est-à-dire dans une stratégie globale de communication qui doit prendre en compte non seulement le contexte dans lequel nous sommes, les objectifs que les gens ont, les attentes du peuple, et de pouvoir se conformer et de se conformer, se mettre au niveau de tout le monde, tout en gardant le niveau soutenu qui peut être compris et accepté par tous les partenaires du pays. C'est sur ces mots qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Pour ceux qui verront cette vidéo dans 10 ans, là on est en train d'enregistrer en plein Ramadan. J'ai encore beaucoup de questions, mais je pense à Rabiou, je pense à Ibrahima, je pense à moi. Et moi. Et non, mais à Rodrigue, lui, il ne gêne pas, du coup, je pense pas trop à lui. Je pense aux autres de l'équipe aussi. Merci beaucoup, Ibrahima. Est-ce que tu as un mot de fin? Merci de m'avoir reçu et de l'occasion pour parler sur cette question qui est assez importante, qui est la communication politique. Je crois qu'on ne parle pas souvent sur cet aspect-là, et très souvent, on pense que la communication, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est vrai que c'est un métier, mais je dis toujours que c'est un art, et comme tout art, et il n'y a pas de règles universelles qui marchent. C'est vrai qu'il y a des techniques qu'on utilise toujours, qui sont utilisées un peu partout. Il n'y a pas de règles universelles, mais l'homme politique doit toujours savoir que sa communication se met dans une stratégie globale, qu'il doit savoir communiquer, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme politique et le peuple, surtout au niveau de l'État, au sommet de l'État, le chef de l'État, le Premier ministre. Il n'y a très souvent pas d'intermédiaire entre eux et le peuple. Il faut savoir porter le message, mais qu'il faut savoir le faire de façon structurée, de façon simple, de façon accessible à tout le monde, et de prendre en compte tous les éléments qu'on avait évoqués pour que le message porte bien. Ce message, il est toujours également conforme aux actions politiques qu'on pose. C'est donc vraiment dans une stratégie globale que ça doit être porté. Ce n'est pas seulement, on n'oblige pas un conseiller communication de n'écrire que des discours. Il doit être capable de réfléchir à la stratégie de communication, s'il faudra pour cela passer par la révision des actions politiques, par la révision des apparitions politiques publiques, par la révision par l'évaluation du contexte de tout. C'est vraiment un ensemble qu'il faut évaluer, et donc il ne faut pas résumer de façon simple et rapide le travail de communicant. Il faut savoir bien le faire, et n'obligez pas les conseillers à se limiter uniquement à la rédaction du discours. Cela, c'est juste un petit aspect du travail d'un communicant et des conseillers. Et surtout, faites appel aux professionnels pour vous accompagner quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. C'est la fin du podcast hybride de ce soir. J'étais avec Ibrahima Boubacar Salou. Voilà, bien réussi. Pour ceux et celles qui désirent nous réécouter, nous sommes disponibles sur podcast, nous sommes disponibles en podcast sur Spotify. La version longue est sur YouTube. Vous pouvez nous écrire pour un partenariat si vous avez un thème que vous souhaitez, bien évidemment, qu'on développe ensemble. Vous pouvez nous écrire. On va laisser en commentaire les sites internet du Next Leadership pour que vous puissiez aller voir ce qu'ils font. Pour ceux et celles qui nous suivent depuis le début, merci à vous. Merci à Rodrigue. Merci à Rabiou. Je dis Rodrigue, je vois Rabiou, je dis Rabiou, je vois Rabiou. Ça, c'est le fait du jeu. C'est la fin pour ce soir. Prenez soin de vous.